quelques mots pour présenter Charlène Descolonges, donc qui est hydrologue, qui a été en contact avec le monde de l'eau. Elle vous racontera peut-être grâce à un frère qui faisait de la pêche à la mouche et qui, ça doit vous parler, et qui est une scientifique qui a eu un parcours de vie assez intéressant parce qu'elle a travaillé pour le public. Elle a décidé de créer une association autour de l'hydrologie régénérative. Alors évidemment, hier on a parlé avec Bas Metz aussi, que j'ai oublié de citer, grand paysagiste, de l'évapotranspiration. Et donc tous ces concepts nous intéressent et résonnent dans l'esprit des artistes et des philosophes qui sont là. Donc, je vous passe la parole en espérant vous avoir présenté comme il le faut, mais vous pouvez compléter comme vous le désirez. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être vraiment présente parmi vous dans ce lieu magnifique de Chaumont-sur-Loire. J'ai un souvenir ému de mon voyage à vélo toute seule cet été. Je suis passée devant le château et je ne pensais pas pouvoir revenir ici parler de mes pensées, de tout ce que je connais et j'approfondis avec l'eau. Donc vraiment, merci Chantal pour l'invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir fait le déplacement. Merci Eric aussi. Je suis ingénieure hydrologue, ça veut dire que j'ai à la fois un diplôme ingénieur et un diplôme d'hydrologie. J'ai travaillé pendant 5 ans, j'ai suivi un peu la voie royale de la fonction publique, celle où on est moins bien payé, mais on fait a priori un métier qui a du sens, celui d'accompagner les décideurs politiques sur la question de l'eau et le partage de l'eau entre nous les humains, mais aussi les autres qu'humains, les milieux aquatiques. Pendant 5 ans, j'ai donc appris énormément de choses sur la gouvernance de l'eau, la politique de l'eau, le cœur du sujet, le cœur du réacteur. Et puis, pendant le confinement, j'ai une sorte de petite crise existentielle où je suis passée faire un méandre du côté de l'agriculture. Je me suis formée pendant 1 an et demi au métier de maraîchage. Et ensuite, j'ai écrit ce livre, L'eau, Fake or Not, aux éditions Tana, pour rentrer tout simplement en fait dans le sujet de l'eau et puis faire un tour d'horizon sur la question de l'eau. Et après, de manière complètement inattendue, j'ai été propulsée sur les plateaux à Paris, BFM TV, France Info, France Inter, France Culture, j'en ai fait beaucoup, pour vulgariser les concepts autour de l'eau. Mais j'aime parler beaucoup de l'eau, vous allez le voir. Mon lien à l'eau, mon lien sensible à l'eau, c'est effectivement avec mon frère qui est donc pêcheur à la mouche, grand passionné et champion du monde junior de pêche à la mouche. À 2 reprises, il a parcouru toutes les rivières du monde, de l'Europe, même aux États-Unis, en Pennsylvanie et il me racontait en fait ces histoires, ce qu'il a vu, parce que les pêcheurs sont aussi les yeux et les oreilles des rivières. Ils ont un lien très sensible. Et puis alors lui, c'était vraiment la pêche no-kill. Il embrassait presque la truite avant de la remettre à la rivière. J'ai toujours pensé qu'il allait se marier avec une sirène. Et finalement, j'en ai fait un peu mon métier, à savoir lui, toujours gardien des rivières et moi, une sorte de médecin de l'eau. C'est-à-dire que je viens regarder l'état de la rivière, son état quantitatif, écologique, chimique. Je pose un diagnostic et je dis voilà ce qu'il faudrait faire pour lui redonner son bon état. Donc ça, c'est de l'approche un peu purement technique, celle que je tiens de, on va dire, mes enseignements universitaires. Mais aujourd'hui, je m'approche de plus en plus vers le lien sensible aux rivières et considérer le fait qu'elles apportent bien plus que de l'eau, tout simplement. Elles apportent énormément de choses et elles véhiculent des histoires, des mémoires, des choses, des empreintes qu'on a de plusieurs générations. Voilà, petite introduction, mais simplement pour vous introduire dans ce grand voyage de l'eau que je vais
essayez de vous dresser pendant 40 minutes, puisqu'au-delà, on commence déjà un peu à baisser la tension. Donc, on va faire un voyage dans les ressources en eau, les usages de l'eau, visibles et invisibles. Toute l'eau que l'on voit autour de nous, toute l'eau qu'on ne voit pas autour de nous, et tous les usages de l'eau qu'on a dans notre quotidien, qu'on le sait, qu'on a chez nous dans notre maison, mais aussi qu'on ne sait pas à travers nos modes de vie. Je vais regarder un petit peu aussi tous les impacts qu'on a sur ce grand cycle de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se retrouve à avoir des sécheresses et des crues intenses au cours de la même année, parfois au même endroit, en l'espace de quelques mois? Qu'est-ce qui se passe avec ce changement climatique? Et surtout, quel espoir, quel message on peut porter pour aller jusqu'à la régénération du grand cycle de l'eau? Vaste programme, mais on va essayer de tenir en 40 minutes pour ensuite laisser la place aux questions. Et ensuite, Eric Orsena pourra ensuite reprendre le flambeau. Alors, c'est parti. Vous voyez sur cette image, c'est cette petite bille qui est tout en bas, qui est effectivement moins de 1%. Peut-être déjà commencer par ce chiffre qui montre à quel point que, par nature, l'eau est précieuse et pas si accessible que cela, puisqu'elle est effectivement prise dans les glaciers, dans les pôles, mais aussi sur les glaciers continentaux. Et on va dire plus d'un quart, un peu moins d'un quart, des eaux souterraines très profondes, à plus de 1 km de profondeur, essentiellement salées, des aquifères salins qui sont peu utiles, on va dire, pour les hommes. Dans ce moins de 1%, c'est essentiellement 95% d'eau douce, donc profonde, dans les eaux souterraines. C'est de l'eau invisible qui se trouve sous nos pieds. On va en parler tout à l'heure. Mais ça, vous voyez, c'est une image figée dans le temps des stocks, juste des réservoirs naturels qui sont là. Mais le grand cycle de l'eau, c'est bien plus que ça. C'est une histoire de flux aussi. Et en parlant des flux, parce que là j'appelle vos vieux souvenirs peut-être du grand cycle de l'eau qu'on a appris à l'école, ce vieux schéma qu'on a tous appris en classe, qu'on a appris une fois d'ailleurs et qu'ensuite on n'évoque plus. Terminé. On a complètement été, on va dire, amnésique par rapport à ce grand cycle de l'eau. On l'apprend une fois, on considère que c'est acquis. Or, on en apprend tous les jours, notamment sur le grand cycle de l'eau, et le rôle primordial des forêts et des arbres dans ce grand cycle de l'eau. Et justement, ce recyclage, ce qu'on appelle le recyclage continental de la pluie par l'eau verte. En français, il n'y a pas beaucoup de mots qui permettent de traduire cela de manière assez simple. En anglais, c'est the moisture recycling, c'est-à-dire que vraiment, les forêts recyclent l'humidité de l'air en de la pluie. Donc, c'est cette évapotranspiration que prennent les végétaux, les forêts, les arbres, les transportent dans l'atmosphère, les courants atmosphériques les emportent à l'intérieur des continents et ce faisant, en fait, la pluie est recyclée. C'est vraiment de l'eau verte qui se transforme en eau bleue à l'intérieur des continents. Et ce phénomène-là est assez peu admis par la communauté scientifique, c'est dire à quel point on s'est coupé du vivant, de dire que le vivant, et le vivant végétal en particulier, exerce une force atmosphérique tellement importante pour nous qu'elle produit de l'eau bleue. Les scientifiques estiment que le 2/3 des précipitations continentales, le 2/3 des pluies, provient justement de cette eau verte. Alors c'est à l'échelle des continents et selon les pays, c'est pas la même proportion. Mais quand même, on a ce rôle important des forêts, si bien qu'on s'est aperçu, par exemple, la forêt amazonienne déforestée pouvait influencer les pluies du Pérou, voire de l'Argentine. Dès qu'on a moins de forêts, on a moins de pluie ailleurs. C'est ce qu'on appelle les téléconnexions hydrologiques. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Donc les chercheurs ont étudié 500 schémas et représentations du grand cycle de l'eau. Et 98% du temps, ils se sont rendus compte qu'on ne représentait pas les interactions humaines avec ce grand cycle de l'eau. Vous savez, ce grand cycle qu'on a appris à l'école, on imagine qu'il est fermé, parfait, infini et complètement déconnecté des activités humaines. Or, d'après ce que je viens de vous dire là, ne serait-ce que par la déforestation, on impacte ce grand cycle de l'eau. Et ça, c'est un problème puisqu'on n'a pas les bonnes perceptions, les bonnes images et représentations de nos activités humaines sur ce grand cycle, ni même ces interdépendances. Donc là, c'est le schéma qui est tiré de cette étude, un schéma un peu imbuvable, mais qui... On peut en faire plein. Inépuisable, le sujet de l'eau.
Donc voilà, vous voyez ici ces grandes flèches jaunes qui représentent ce grand cycle de l'eau qui s'évapore des océans. 90% de ce qui s'évapore va reprécipiter directement sur l'océan. Les 10% restants vont être emportés via les courants, arriver sur les continents. Et là, c'est la végétation qui prend le relais, qui va retranspirer l'eau et la faire circuler à l'intérieur des continents. On a, à l'échelle de l'humanité, ce qu'on appelle une empreinte eau. C'est la somme de l'empreinte eau verte, eau bleue et eau grise. L'eau verte, donc, je vous disais, c'est toute l'eau qui est évapotranspirée par le végétal. Dès qu'on impacte cette eau verte, eh bien, on perturbe ce grand cycle de l'eau. L'empreinte eau bleue, c'est assez simple, c'est toute l'eau qu'on prend des nappes, des rivières, des lacs pour tous nos usages. Et l'eau grise, c'est toute l'eau toutes les pollutions qu'on émet dans l'eau et qui nécessitent retraitement derrière pour pouvoir l'utiliser. Quand on fait la somme à l'échelle de l'humanité de l'empreinte eau verte, eau bleue et eau grise, on arrive à ce chiffre astronomique, 24 000 milliards de mètres cubes d'eau. Personne ici dans la salle, je crois, n'a 24 000 milliards d'euros sur son compte en banque. Donc on a du mal à se représenter ce que ça veut dire, 24 000 milliards de mètres cubes d'eau. Eh bien, les hydrologues estiment que c'est l'équivalent de l'ensemble des débits de tous les fleuves et les cours d'eau du monde. C'est comme si on prenait la moitié des débits annuels de ces fleuves et de ces rivières, qu'on les détournait et qu'on disait, ça, vous voyez, c'est notre appropriation humaine. C'est toute l'eau qui est nécessaire pour produire l'électricité, l'alimentation, nos vêtements, nos objets du quotidien. Tout ici, tout ce qui nous entoure a nécessité de l'eau, qu'elle soit verte ou bleue. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'empreinte eau de l'humanité. Et donc, les chercheurs estiment que c'est important d'en parler, sinon on n'apporte pas les bonnes solutions adaptées derrière. Voilà ce grand cycle de l'eau qui est complètement intégré, ou en tout cas, on influence complètement ce grand cycle de l'eau. Alors, je vais revenir un petit peu à la base de ce que c'est qu'un hydrologue et son sujet d'étude. Donc, les hydrologues sont ceux qui étudient les eaux de surface. Vous voyez, ces bassins versants, ce sont ces cuvettes délimitées par les reliefs dans lesquels se concentrent les eaux de pluie et de ruissellement et forment le réseau hydrographique. Moi, je compare souvent un bassin versant comme un corps et à l'intérieur duquel nous avons un réseau sanguin qui irrigue notre corps. Eh bien, les bassins versants ont un réseau hydrographique qui alimente ce bassin versant, qui draine ce bassin versant. Donc ça, c'est vraiment l'hydrologie. Je vais vous parler d'un bassin versant, celui que je connais le mieux, qui m'a vraiment habité pendant 5 ans avec les élus que j'ai conseillés, c'est celui de l'Arve. L'Arve, vous savez, c'est ce grand torrent qui descend donc du Mont Blanc, il prend sa source au Mont Blanc et termine sa course à Genève, après le lac Léman. 2164 km², près de la moitié du territoire de la Haute-Savoie, et un château d'eau. Magique, magnifique, majestueux, qui transporte énormément d'eau, mais qui, pour autant, subit de nombreuses pressions par les activités humaines, industrielles et touristiques. Donc, ce bassin versant de l'Arve est hyper puissant. Il permet d'apporter de l'eau fraîche et en abondance au Rhône. Et voilà. Bon, il y a plein d'enjeux. Je pourrais vous en parler des heures de l'Arve, mais on va pas rester trop là-dessus. En tout cas, un territoire qui est exceptionnel, ne serait-ce que pour la diversité hydrologique des cours d'eau. On a des cours d'eau glaciaires, on a des cours d'eau à régime nival, ça veut dire influencés par la fonte des neiges, et des cours d'eau à régime pluvial. On a un peu tous les portraits des rivières et des cours d'eau qu'on a dans ce petit territoire de l'Arve. Bon, on est sur le grand bassin de la Loire. Nous étions sur le Rhône juste avant, et là nous passons dans la Loire, même la Bretagne, parce qu'on est organisé en France en agence de l'eau étant une agence, il faut savoir. On a découpé le territoire en 6 grands bassins versants. Ici, nous sommes sur le bassin de la Loire-Bretagne, un des fleuves les plus longs de France, 1000 km de long, et sans doute peut-être le plus sauvage encore, ou en tout cas celui qui a été le moins dénaturé par les traits de l'homme. Voilà, un territoire à grand enjeu. Je vous en raconterai un petit peu après les évolutions et toutes nos perceptions autour de la Loire. Je trouve que c'est un fleuve qui est magique et magnifique, qui m'inspire beaucoup. Si tous les fleuves de France pouvaient être la Loire, ce serait merveilleux. Mais en tout cas, il y a plein d'histoires à raconter sur la Loire. Maintenant, je vais passer plutôt en souterrain. On va faire un petit voyage en profondeur, puisque l'hydrologie ne saurait exister sans son
sans un sol, sans un socle qui va permettre de faire jaillir et couler toutes ces rivières. L'hydrogéologie, c'est donc l'étude des eaux souterraines qui dépendent de la nature d'un sol. On distingue 3 grands types de réservoirs, ce qu'on appelle les aquifères sédimentaires qu'on retrouve à peu près partout autour des fleuves, les aquifères fissurés que vous voyez sur la carte dans le Massif central et le Massif armoricain en Bretagne, qui est le plus vieux socle qu'on ait en France. Il a 1 milliard d'années, ce socle armoricain. Et ici, on a des nappes très petites, de petite capacité, donc des territoires qui sont naturellement vulnérables aux sécheresses. Les aquifères karstiques, eux, on les retrouve un peu partout, on les retrouve surtout dans les montagnes. Faut imaginer les aquifères karstiques, les karstes, ce sont des massifs calcaires qui sont troués de partout, des émentales, des sortes d'émentales où on retrouve des rivières souterraines dans lesquelles les spéléologues aiment se perdre parfois et nous aident aussi à cartographier les écoulements des eaux souterraines. Les eaux souterraines sont très importantes pour nous puisque le 2/3 de l'alimentation en eau potable des Français proviennent des eaux souterraines. On préfère chercher de l'eau qui est protégée naturellement par la roche plutôt que d'aller la chercher dans un fleuve ou dans une rivière qui est de fait plus vulnérable aux pollutions. Voilà les grands ensembles qu'on peut voir dans les eaux souterraines. Et puis, je ne pourrais pas parler de cette mystérieuse relation entre les rivières et les nappes. Chaque grand fleuve et chaque rivière est connectée à une nappe, si bien qu'on a un fonctionnement saisonnier et une sorte d'alliance entre le visible et l'invisible, d'une rivière qui rentre en crue l'hiver pour alimenter sa nappe, et l'inverse est vrai aussi en été, où c'est la nappe qui alimente sa rivière. On appelle ça le soutien à l'étiage. L'étiage, c'est la période de basses eaux d'une rivière et les nappes alimentent les rivières en été. Toute l'eau que vous pouvez voir couler dans l'ensemble des rivières en France en été, alors qu'il pleut moins, eh bien, c'est l'eau de la nappe. Naturellement, elle est plus fraîche et voilà, elle continue à couler. Lorsque on prélève trop d'eau dans la nappe, on influence ce niveau de la nappe et donc on risque une sorte de déconnexion. C'est ce que vous voyez en bas, une déconnexion de la nappe avec sa rivière. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'alimentation et seuls les écoulements de surface peuvent suffire et donc sont tributaires des pluies. Voilà les grands ensembles, les grands aquifères alluviaux, ils sont hyper importants parce que à la fois, c'est vraiment l'interface entre l'eau souterraine et l'eau de surface, mais aussi avec les zones humides. Les zones humides, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, cher Eric, c'était un honneur pour moi de vous citer, puisque dans chacune de mes conférences, je cite votre phrase, qui est de dire qu'un fleuve est un miroir de la société. Dis-moi comment tu produis l'eau si tu la respectes, à quel prix et qui en profite, et je te dirai très clairement à quel type de société tu appartiens. Ça... Je suis d'accord. Merveilleux. Et bien voilà, et bien c'est particulièrement vrai quand on regarde, moi je trouve ça fabuleux cette pensée, tellement on ne se rend pas compte à quel point on est dépendant de l'eau et ce qu'on fait subir au fleuve, on peut le faire subir aussi à nos propres corps, à notre propre société d'une manière générale. Et qu'est-ce que fait notre société française avec l'eau douce et avec les fleuves ? Eh bien, on refroidit nos centrales nucléaires. Notre électricité provient essentiellement de la force des fleuves. Il faut savoir que les premières centrales, on les a installées donc sur le Rhône et aussi sur le Rhin à Fessenheim, parce que ce sont des fleuves très puissants, très froids aussi. Et c'est là où on a mis donc ces centrales en circuit ouvert. Ça veut dire qu'elles prélèvent beaucoup d'eau, mais elles en rejettent 95%, plus chaudes. Ça pose d'autres problèmes. On a aussi les centrales en circuit fermé, qui, elles, prélèvent moins d'eau, mais qui en consomment 25% via le panache de vapeur d'eau de ces tours aéro-réfrigérantes qu'on peut voir notamment sur la Loire. Ça, ce sont les circuits fermés. Ici, je fais bien la distinction entre les eaux prélevées et les eaux consommées. L'eau consommée, c'est celle qui part par évaporation, qui ne revient pas directement dans la rivière. Donc, elle part dans l'atmosphère, elle va reprécipiter certes plus loin, mais en tout cas sur le moment, à cet endroit, elle n'est plus là. Donc c'est ce qu'on considère vraiment cette eau comme consommée.
Donc ça, c'est vraiment le portrait à un instant donné, sur une moyenne française, à l'échelle de l'année, ça veut strictement rien dire. Ça ne veut pas dire que, voilà, on va avoir des tensions autour du partage de l'eau. Il faut pour cela regarder vraiment la consommation d'eau. Et là, quand on regarde la consommation d'eau, eh bien, c'est l'autre usage, qui est l'agriculture, évidemment. L'agriculture consomme 3 milliards de mètres cubes d'eau par an pour l'irrigation des cultures. Encore une fois, c'est de l'eau qui est prise pour irriguer les cultures qui vont l'évapotranspirer. Et donc, c'est de l'eau qui ne profite plus, on va dire, aux rivières. Les fuites des réseaux d'eau potable, 1 milliard de mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 1 litre sur 5 se perd via les fuites, les canalisations qui sont très vieilles. Faut savoir que la durée moyenne d'une canalisation, c'est environ 60 ans. Et donc, ça fait on a la moitié du réseau qui a plus de 60 ans. Donc, on est quand même sur un réseau relativement ancien qui nécessiterait des investissements pour être réparé. En tout cas, retenez une chose, regardez sur cette carte, l'ensemble des territoires en marron foncé sont ceux qui consomment plus de 80% de leur eau disponible l'été. C'est ici même qu'on se trouve à avoir des conflits d'usage, puisque ici même on trouve beaucoup d'activités agricoles qui irriguent, et aussi on va dire les populations touristiques saisonnières qui arrivent l'été et donc induisent une pression supplémentaire sur la ressource en eau. Voilà le portrait des fleuves, le portrait des sociétés que l'on a. En tout cas, sans parler du prix de l'eau, on considère encore que c'est une ressource abondante et finalement peu chère. Et voilà. Je vais vous parler maintenant de quelque chose d'un peu plus invisible, subtil, à savoir l'empreinte eau. Bon, déjà, en moyenne en France, savez-vous quelle est l'utilisation de l'eau bleue quotidienne d'un Français à la maison? Entre les toilettes, la douche, la cuisine, on a 100 litres. Alors là, c'est effectivement l'empreinte eau, effectivement. Mais l'eau bleue, c'est bien. L'eau bleue, c'est plutôt de l'ordre de 146 litres, 150 litres d'eau par jour par Français. Mais ça varie beaucoup d'une région à une autre. Évidemment, dans le sud de la France, on a tendance à consommer plus d'eau potable que dans le nord de la France. En revanche, l'empreinte eau, donc c'est toute l'eau que je disais, l'empreinte eau verte, eau bleue, eau grise, qu'on utilise sans le savoir à travers nos modes de vie et de consommation. Typiquement, 1 kilo de viande porcine, c'est 6 000 litres, 1 kilo de chocolat, 17 000 litres, 2500 litres pour un t-shirt. Donc ça, c'est de l'eau virtuelle qui a été utilisée quelque part dans un pays, qui soit en France ou lointain, qui a donné son eau, en tout cas pour fabriquer tous ces produits. Eh bien, quand on fait la somme de tous les produits qu'on utilise, qu'on consomme au quotidien, on arrive effectivement à ce chiffre incroyable de 4 900 litres d'eau par jour par Français. Alors ça, c'est ce que je vais vous montrer aussi. L'eau virtuelle est une grande baroudeuse. Finalement, elle voyage à travers tous les produits qu'on échange au quotidien. Là, c'est l'étude de référence en la matière qui montre bien, en fonction des produits qu'on échange entre les pays, où circule l'eau, cette eau virtuelle, où est-ce qu'elle voyage, et on le voit, c'est très très lié finalement aux échanges de produits alimentaires et aussi textiles. Donc 4 900 litres d'eau, donc ça ce sont les infographies tirées de mon livre. 85% de cette empreinte est liée à l'agriculture. Donc typiquement, en fait, ce que j'aime bien dire, c'est qu'avant de boire de l'eau, finalement, on mange de l'eau. On mange de l'eau, elle est verte. Elle est verte puisqu'on mange beaucoup de produits animaux, issus de protéines animales. Et donc, plus on a un régime carné riche en protéines animales, plus on a un régime riche en eau. Dans tous les cas, on aura une empreinte eau qui sera à minima de 1500 litres par jour, par personne. Bon, ça, c'est montrer un petit peu la phase invisible de notre utilisation de l'eau. Et pour reboucler un peu la boucle, pour expliquer aussi, quand l'eau verte ne suffit plus, c'est-à-dire l'eau verte, celle qui est contenue dans les sols pour les plantes, eh bien, on pompe de l'eau bleue pour justement irriguer. Et en France, encore une fois, on utilise beaucoup d'eau bleue pour la culture donc de maïs, plus de 40% des surfaces irriguées pour cette plante qui est ensuite utilisée pour l'alimentation animale. Voilà, donc on va passer maintenant à un chapitre
que j'aime un peu moins, mais qui demande un peu, on va dire, de courage et de lucidité, de se dire, voilà, quels sont finalement tous les impacts, si on fait un portrait de tous les impacts de nos activités humaines sur l'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise. Et ce qui est très important d'avoir en tête, c'est de se dire, avant de parler de changement climatique, parce qu'on en entend beaucoup parler, le dieu carbone, etc. Enfin, j'ai un ami, Daniel Zimmer, qui parle beaucoup de ce sacro-saint carbone, qui est très au devant de la scène, et c'est très important d'en parler, vous allez le voir pourquoi. Mais avant même d'avoir perturbé le climat, finalement, on avait fortement dégradé ce grand cycle de l'eau. Et le changement climatique vient révéler, un peu comme comme sur une scène, voilà, on voit tout ce qui se passe avec ce grand cycle de l'eau qu'on a détraqué, et les désordres du changement climatique vont amplifier tous ces désordres-là de fond qu'on a occasionnés. Je vais rentrer un petit peu dans le détail. Ça, c'est finalement le dessin du grand cycle de l'eau dégradée. On a fortement altéré la couverture et l'usage des sols. Dès lors qu'on construit des routes, qu'on construit des parkings, des nouveaux logements, des centres commerciaux, des centres industriels, dès lors qu'on retourne une prairie, qu'on en fait des cultures, monocultures ou cultures d'une manière générale, on va perturber ce qu'on appelle l'humidité du sol. Donc l'humidité du sol, c'est tout simplement la teneur d'eau dans un sol. Cette variation de l'humidité du sol a été étudiée à l'échelle internationale, à l'échelle planétaire. Ensuite, l'appropriation humaine de l'humidité du sol, essentiellement par l'agriculture. Ensuite, on a tous les impacts sur l'eau bleue, le fait de surpomper dans une nappe ou surpomper dans une rivière par rapport à la capacité naturelle à se renouveler, le fait de stocker l'eau, que ce soit dans des grands barrages ou des grands ouvrages, d'une manière générale, le fait de canaliser les rivières, ça je vais en parler un petit peu, de les enterrer, de les endiguer, tout ça, ça va accélérer les flux d'eau en surface. Bien en fait, déjà, rien qu'en parlant de ça, on se rend compte à quel point on a, ce que je viens de dire, accéléré les flux d'eau en surface. Les sols ne sont plus capables d'absorber l'eau de pluie. L'eau de pluie, quand elle arrive à la surface d'un sol, elle a le choix entre s'infiltrer, ruisseler ou être reprise par la végétation par évapotranspiration. Eh bien, on se rend compte que l'eau ne peut plus s'infiltrer, elle a tendance à ruisseler de plus en plus par nos aménagements et par l'appropriation du sol, mais aussi on concentre tous ces eaux de ruissellement le plus vite possible dans des drains, le plus vite possible dans des canaux, le plus vite possible dans des rivières, si bien qu'on se retrouve à avoir une phrase qui est très souvent répétée par les agriculteurs, mais l'eau part trop vite, elle part trop vite à la mer. Oui, c'est vrai, elle part trop vite à la mer. On a tout fait pour s'éloigner finalement de l'eau, on a tout fait pour éviter de garder l'eau dans les sols. Ça, c'est une forte dégradation à la base, et je vais vous montrer qu'on a des solutions. On a toute la famille des pollutions, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, et le changement climatique dans tout ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes familière avec les limites planétaires. Donc c'est cette structure qui a été étudiée par un centre de recherche à Stockholm, par un chercheur qui s'appelle Johan Rockström, qui a fait le tour avec son équipe de toutes les 9 limites planétaires. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on en a franchi 6 sur les 9, si bien que le système Terre n'est plus dans un état de résilience, c'est-à-dire qu'il n'est plus en état de subir des chocs et de s'en remettre. Dès lors qu'on a franchi les limites planétaires, on rentre dans une zone d'incertitude, où on ne sait pas où on va. Sur l'eau, on a donc 2 sous-limites, l'eau verte et l'eau bleue. Et comme je disais, l'eau verte, on le mesure avec l'humidité des sols. Et l'eau bleue, on le mesure avec les débits qui s'écoulent dans les cours d'eau. Et on se rend compte que pour les 2 cas, on a franchi ces limites de variabilité naturelle. Ça veut dire qu'on se retrouve à avoir des sols soit trop secs, soit trop humides, et des rivières soit trop en crue, soit trop sèches. Ces extrêmes, ils existent et ils sont là déjà depuis 1920. En tout cas, les années 1900, c'est à partir de là qu'on se constate qu'à l'échelle du monde, on a franchi, on est sorti de ces zones de variabilité naturelle. Bon, pourquoi ? Eh bien, déjà, en France, on a détruit plus de 50% des zones humides. Les zones humides, vous savez, ces sortes d'éponges naturelles qui sont capables à la fois d'épurer l'eau, de retenir l'eau,
de faire tampon pendant les crues, de faire des réservoirs de biodiversité incroyables, de stocker du carbone. Si on rémunérait les zones humides, si on leur donnait un statut et qu'on rétribuait tout le travail qu'elles font pour les sociétés humaines, on pourrait penser, certains estiment qu'elles pourraient gagner 2 000 € par hectare. Elles seraient sans doute millionnaires. En tout cas, on leur mène la vie dure et le fait d'avoir finalement détruit ces espaces autour des cours d'eau, mais aussi les tourbières en montagne, les marais et les étangs littoraux, eh bien tout ça contribue encore une fois à accélérer les flux d'eau en surface. On n'a plus rien qui va permettre de retenir l'eau aux abords des rivières. Autre chose, alors ça c'est une nouvelle petite diapo que j'ai rajoutée dans ma présentation. J'aime beaucoup la Seine. La Seine qui porte énormément on va dire, d'énergie, c'était une divinité, hein, la déesse Sequana. Eh bien, on s'est éloigné de cette force, de cette déesse, ne serait-ce qu'en se coupant de ces crues, qui évidemment ont fait beaucoup de dégâts, eh bien on l'a complètement simplifié, rectifié, contrôlé depuis déjà les années 1850. À partir de 1850, quand on voulait faire remonter les bateaux à l'intérieur de la Seine, eh bien on a raccourci la Seine de près de 10 km linéaires sur la plaine de la Bassée, en aval de Nogent-sur-Seine. Eh bien, elle a perdu 10 km linéaires. C'est fou, le pouvoir de rétrécissement qu'on a sur ces rivières. Elle diminue. On n'a plus ces méandres, vous savez, ces longs méandres qu'on peut retrouver notamment sur la Loire, où l'eau prend son temps finalement pour faire des boucles. Et bien là, toboggan, elle va tout droit pour faire passer effectivement donc des bateaux, mais aussi pour la canaliser, remplir des réservoirs, etc. On en est arrivé à un point, on a complètement oublié cette histoire depuis 1850, où aujourd'hui, eh bien, les gestionnaires de la Seine se disent, eh bien, sur cette plaine-là, qui autrefois était bordée d'étangs, de zones humides, on va faire ce qu'on appelait, on parlait tout à l'heure de casiers. Les cases. On considère que ces étangs sont des cases qu'on va remplir, vider pour, au gré des crues et des sécheresses de la Seine, eh bien, contrôler ce débit. On est toujours dans cette optique de contrôler la Seine, de la dompter et de faire en sorte qu'elle ne déborde pas trop et aussi qu'elle ait toujours un peu d'eau pour faire circuler nos bateaux. Voilà, l'histoire de la Seine qu'on a contrôlée mais qu'on ne, finalement, autorise pas à divaguer. On ne l'autorise pas à faire ses méandres et à prendre son espace de liberté. Une autre conséquence, on va dire, de ces limites planétaires qu'on a, enfin en tout cas de cette rectification des cours d'eau, on les a aussi segmentés. Hein. On a 100 000 seuils et barrages en France. On a un effondrement des populations, alors à la base de macro-invertébrés. Ce sont ces petits insectes d'eau douce qui sont à la base de la chaîne trophique. Mon frère, qui est pêcheur à la mouche, eh bien finalement a besoin de ces insectes pour pouvoir évidemment pêcher les truites. Les truites raffolent des gamarres, ce sont ces petites crevettes d'eau douce. Et une fois que les invertébrés eh bien, arrivent au stade adulte, sortent de l'eau, elles se transforment en éphémères qui n'ont de rôle que de se reproduire en l'espace de quelques heures et ensuite meurent. Donc lui, mon frère, reproduisait ces éphémères artificiellement pour justement pêcher à la mouche. Donc voilà, j'arrive à reboucler en fait tout ce que j'ai appris quand j'étais enfant avec les impacts de ces grands barrages et ces ouvrages qui empêchent ces petits insectes d'eau douce de vivre et de se reproduire, puisque ces barrages bloquent les sédiments, les galets, tout ce qui permet à ces gamarres de vivre. Et à l'inverse, les poissons migrateurs ne peuvent plus remonter et faire leur cycle de vie à l'intérieur des cours d'eau. Enfin, le changement climatique, et je vous promets après, je m'arrête et on va passer aux solutions. Mais dernière chose sur le changement climatique, eh bien, il faut comprendre que le cycle de l'eau est complètement lié au climat. Dès lors qu'on réchauffe vraiment l'atmosphère, eh bien, il y a une plus grande évaporation. Plus 1 degré de réchauffement, c'est plus 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère et on va avoir un changement dans le régime de précipitation. Certaines régions vont avoir moins de pluie à l'année et d'autres vont avoir plus de pluie. En France, on va globalement avoir le sud de la France qui va recevoir moins de pluie à l'année, mais d'une manière générale, c'est plus au cours des saisons où on va avoir ce changement de précipitation. En clair,
je vais avancer un petit peu. Vous voyez là, ce sont une modélisation dans une France donc actuelle à gauche, et plus on avance dans le temps. À l'horizon 2100, dans une France qui se réchauffe à plus 4 degrés, eh bien, on risque de perdre 50% des pluies l'été. Et en hiver, c'est l'inverse qui va se passer. La France, on va l'avoir coupée en deux. On va se retrouver à avoir des précipitations hivernales très fortes, très intenses. Et cette carte d'une France qui se réchauffe à plus 4 degrés à l'horizon 2100 ressemble étrangement à la situation qu'on a vécue cet hiver, puisque eh bien, le nord de la France était complètement sous l'eau, tandis que le sud de la France était complètement asséché. Ça, voilà, c'est les prémices, en fait, vraiment du changement climatique qui sont déjà là, qu'on constate déjà chez nous et qui risquent malheureusement de s'aggraver. Voilà une belle boucle, un beau méandre qu'on peut rêver encore chez nous. Le message et l'espoir que j'aime passer, c'est de dire que avec tout ça, voilà, faut le regarder avec courage. Se dire que finalement, on doit peut-être, avant de changer beaucoup de choses, les institutions, les lois, les règles financières, etc., d'abord s'interroger sur notre rapport à l'eau. Et c'est hyper important pour moi d'être là, présente parmi vous aujourd'hui, parce qu'ici, on a des conversations vraiment très profondes, et changer notre regard, changer notre rapport à la nature, ça fait partie des messages que je porte, notamment vis-à-vis des rivières. Peut-être, plutôt que de chercher encore indéfiniment à la contrôler, eh bien, peut-être lui redonner ces espaces de liberté. Quand elle va rentrer en crue, même dans les zones où elle n'est jamais rentrée en crue, peut-être qu'elle a un message à nous porter. Finalement, elle va nous dire, là, voilà, je reprends mes droits, je reprends mon espace de liberté. J'aime aussi raconter cette histoire du Born. Le Born, c'est un affluent de l'Arve qui prend sa source au Grand Bornand, une station de ski. Je ne sais pas si vous voyez où elle est. Station de ski, donc, dans les Aravis, que je connais bien, le Born. En 1996, il y a eu une crue terrible qui a emporté un camping au centre du Grand Bornand, qui a fait 15 morts. Ça a complètement chamboulé tous les habitants. Et le Born, en fait, a été rectifié sur cette partie-là, c'est-à-dire qu'on l'a endigué et on l'a fait couler tout droit juste avant, on va dire, le camping. Eh bien, on se rend compte en regardant les cartes, souvent les hydrologues aiment regarder après que la crue soit passée, on regarde dans l'espace et on dit, voilà, où est-ce que la rivière a repris ses droits ? C'est la nouvelle enveloppe, la nouvelle zone inondable, le nouveau lit majeur de cette rivière, et peut-être qu'on pourrait se dire, on va lui rendre sa place. Le Born, une fois qu'il a fait tous ses dégâts, après 1996, les élus l'ont qualifié de fou. Même dans la presse, on disait « le Born est devenu fou ». Mais où est la folie quand on a effectivement enlevé l'espace à cette rivière ? Et quand est-ce qu'on va enfin s'interroger sur notre rapport aux rivières pour leur redonner de la place ? Qui est fou finalement dans cette histoire ? J'aime beaucoup raconter cette histoire du Born, voilà, mais aujourd'hui, fort heureusement, les syndicats de rivières militent justement pour redonner de la place. Maintenant, il va falloir parlementer avec les agriculteurs et les propriétaires fonciers pour autoriser la rivière à reprendre ses droits. Alors, j'aime beaucoup cette image. On va passer aux solutions maintenant. Déjà, dans ce changement de regard, de dire finalement, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ? Qu'est-ce qui m'empêche d'agir ? Qu'est-ce qui m'empêche ? Quelles sont les pires excuses que je donnerais à mes enfants, mes petits-enfants pour ne pas agir ? C'est une campagne d'un photographe qui s'appelle Joseph Elie, qui a photographié plusieurs personnalités. Et ils sont venus me voir, ils m'ont posé la question, c'est quoi la pire excuse pour vous par rapport à l'eau ? Je me suis mis les pieds dans la Seine et j'ai dit, voilà, l'eau, je l'entends souvent, l'eau, c'est pas un problème en France. On n'a jamais de problème d'eau en France. Et on ne fait pas le lien finalement entre nos modes de vie et ces inondations et ces sécheresses et tout ce qui va se passer, les incendies, etc. Tous ces problèmes, on en parlait hier sur, vous savez, les fissurations des maisons avec ce risque de retrait-gonflement des argiles. On ne fait pas le lien. On ne fait pas le lien avec tout ça. Et effectivement, on a un problème d'eau en France, sauf qu'on n'en parle pas. Et Alain Damasio, qui disait je pensais qu'un bon algorithme résoudrait le problème, et on se rend compte que c'est bien plus complexe que ça. Donc, peut-être
une voie, ce sera déjà de sortir du triangle de l'inaction qui consiste à dire c'est pas à moi de bouger, c'est au gouvernement de faire des lois, c'est aux entreprises de proposer des services, des solutions pour s'adapter. Les entreprises diront c'est au consommateur de changer son mode de consommation et c'est au gouvernement de nous restreindre avec des lois. Et puis les citoyens diront nous, petits citoyens, c'est pas à nous de bouger, c'est encore une fois le gouvernement qui doit faire des lois et c'est aux entreprises de changer. Bref, ce triangle de l'inaction, il est là depuis plusieurs dizaines d'années, ça fonctionne pas. Une fois qu'on a pris conscience de tout ça, voilà, c'est de se dire, on fait partie de ce grand système complexe, on fait partie de ce grand cycle de l'eau. La Terre est composée à 70%, 70% de la surface est recouverte d'eau, nos corps sont faits à 70% d'eau, donc on fait tous partie de ce grand cycle et on a tous un rôle à jouer. Donc, mon message, c'est de dire, vous, en tant que citoyen, vous, en tant qu'entreprise, vous, en tant que représentant de la République française, vous avez un rôle à jouer et vous pouvez le faire parce que on a des solutions, il n'y a plus qu'à les déployer. Je vais avancer un petit peu, voilà, il est là. Notre mascotte internationale, c'est la solution. Si on pouvait avoir un président représentant des castors, ce serait fabuleux. En vrai, les castors, ils ont donc une grande histoire, je ne vais pas la raconter, vous l'avez déjà évoqué hier, mais on aime beaucoup le reprendre dans l'hydrologie régénérative parce qu'ils savent exactement où poser le barrage pour ralentir la rivière et faire renaître des sources. À Valence, par exemple, on a des expérimentations qui sont menées avec Baptiste Morisot sur le fait de renaître des sources par les barrages méthode Castor. Il y a une vidéo que je vous encourage à aller voir qui s'appelle Médecine Castor, la médecine par les castors, donc des cours d'eau et des rivières. C'est fabuleux. L'hydrologie régénérative, donc, c'est une approche qui consiste à revoir nos paysages. C'est-à-dire, l'idée, c'est de ralentir, répartir, infiltrer les eaux de pluie et de ruissellement dans les sols. D'abord, ralentir, répartir et infiltrer l'eau de pluie dans les sols avant de penser au stockage. Donc, c'est une méthode qui vise à concevoir des lignes, je vais vous les montrer ensuite par image, des courbes qui suivent les courbes de même niveau d'altitude pour faire des fossés. En fait, on infiltre l'eau de pluie progressivement et entre chaque fossé, on plante une haie, donc la végétation qui va permettre encore plus d'infiltrer l'eau de pluie. Vous voyez sur cette image, celui qui ne contrôle rien en amont voit toute l'eau partir en aval et donc est tenté, évidemment, de retenir cette eau dans des bassines. Tandis que celui qui aura fait de l'hydrologie, du keyline design, aura de l'eau de pluie qui va s'infiltrer dans les sols, donc un sol beaucoup plus résilient face aux sécheresses et aux fortes pluies. Donc, l'hydrologie régénérative repose sur 3 éléments, un pilier indissociable, l'eau, les sols, les arbres. Le cheminement de l'eau, déjà, c'est hyper simple à mettre en place. Le keyline design, je vais vous montrer quelques photos après. En l'espace d'une pluie, on voit tout de suite quand l'eau s'est infiltrée. Les sols, ça prend un peu plus de temps. On parlait hier de BRF, le bois raméal fragmenté, qu'on met en couverture des sols pour éviter que l'eau s'évapore et pour recréer des sols vivants. Plus 1% de matière organique dans un sol, ça peut aller jusqu'à 200 mètres cubes par hectare en plus qui pourraient être retenus dans les sols. C'est énorme. Donc plus on a des sols vivants, riches en champignons, donc en réseau mycorhizien, riches aussi en vers de terre. Les vers de terre sont des puissants générateurs de sols vivants. Plus on aura des sols avec des microporosités et des macroporosités. Donc on a du vide dans le sol, le vide va être rempli par de l'eau et donc on va avoir des éponges. Un sol vivant, on peut le recréer, le reconstituer en l'échelle de 3 à 5 ans. Et on peut le faire à peu près partout, dans les sols agricoles, en ville et aux abords des cours d'eau, absolument partout. Hyper important le sol. Les arbres sont évidemment la clé de voûte un peu de tout ce système qui vont permettre d'évapotranspirer la pluie, recréer des petits cycles de l'eau avec l'humidité dans l'air. Des microclimats vont infiltrer l'eau de pluie, faire remonter l'eau par capillarité et je laisserai Ernst Zürcher en parler bien mieux que moi aux prochaines conversations pour parler des arbres.
Voilà ce que ça donne. Là, c'est au Mexique, une ferme qui a été dessinée en keyline design. Vous voyez au centre de l'image cette grande keyline, cette ligne clé qui est située juste en dessous de la rupture de pente. Et en parallèle de cette grande keyline, on fait des keylines secondaires, donc des fossés végétalisés. Et entre chaque fossé, donc des arbres multi-étagés qui permettent de briser le vent, de faire aussi attirer les insectes pollinisateurs et puis la biodiversité d'une manière générale. Et on infiltre l'eau directement au niveau de cette keyline. On peut le faire partout, comme je le disais, on peut le faire autant chez les agriculteurs en grande culture, en polyculture élevage, même dans les vignes. Là, c'est un ami qui s'appelle Alain Mallard, qui est un permaculteur, viticulteur et spécialiste de l'hydrologie régénérative. Il va accompagner un domaine en Champagne. Et ce paysage qu'on voit bien, avec très peu d'arbres autour, des vignes plantées dans le sens de la pente, il a pour ambition de transformer ça en ça. Vaste programme. Mais peut-être que on se rendra compte qu'avec les sécheresses et le fait d'arracher les vignes, c'est le cas notamment dans le sud-ouest, à Bordeaux, on plantera différemment, on en profitera pour recréer des corridors écologiques, des noues, des bassins d'infiltration, tout un paysage qui permettra de retenir l'eau dans les sols. Bon, voilà, il y a plein de choses à faire. Et en ville, bien évidemment, on peut transformer nos villes en véritables éponges. Et ici même, on a vu les parkings végétalisés, les noues. Tout ça permettra évidemment de retenir l'eau dans les sols. Alors, là, c'était une échelle très, très territoriale. On va reprendre un tout petit peu de hauteur dans les espoirs que j'ai au niveau de la science. C'est le changement de paradigme. Tout ce que je viens de vous dire repose sur une théorie qui a été mise au point par deux physiciens russes. La théorie de la pompe biotique. J'en parlais hier au dîner. La pompe biotique, donc, c'est un modèle climatique qui intègre le pouvoir d'attraction des pluies, des masses d'air humides par les forêts. C'est ce qu'on observe notamment sur la forêt amazonienne, les fameuses rivières volantes que l'on voit à la surface de la canopée forestière. Et ce pouvoir d'attraction des masses d'air humides, on le voit très rapidement sur les cartes de droite, permettent d'attirer les masses d'air humides des courants océaniques captés par les forêts. Ensuite, la forêt évapotranspire, donc crée une dépression à la surface de la forêt. La nature ayant horreur du vide, les dépressions attirent les hautes pressions et ainsi créer une pompe qui permet de recycler indéfiniment l'eau de pluie. Ce changement de paradigme, il commence seulement à arriver. Un enfant, alors on en parlait un peu hier, mais un enfant qui m'avait posé la question cette semaine, qui m'a dit: vous, les scientifiques, est-ce que vous avez percé tous les mystères de l'eau? Est-ce que vous avez tout découvert? Est-ce que vous savez tout? Ou est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir? Je dis, mais heureusement qu'il reste encore des choses à découvrir. L'eau est pleine de mystères, ne serait-ce que par sa structure moléculaire, mais aussi par ce pouvoir d'attraction des pluies via les forêts, cette fameuse eau verte qui permettrait aussi d'influencer le climat, pourquoi pas. Le Water for Climate Healing, donc c'est un livre blanc qui a été écrit par les Slovaques. Le ministre de l'Agriculture slovaque a mis en place l'hydrologie régénérative à l'échelle de toute une région et envisage de stocker l'eau de pluie et de ruissellement dans toute une région pour avoir des sols beaucoup plus résilients. Enfin, vous l'aurez compris, mais ils ont intégré ça dans leur politique nationale et c'est merveilleux. Donc, on espère, avec la petite association qu'on a créée, pouvoir faire remonter ça au plus haut sommet de l'État. En tout cas, c'est clair qu'il faut changer de paradigme, considérer non plus les forêts comme un simple préleveur d'eau, mais aussi un générateur d'eau, en tout cas pour les autres pays. Et enfin, peut-être je terminerai là-dessus, sur cette nouvelle voie de la gouvernance de l'eau. Vous savez, on s'organise en parlements de l'eau. Donc les parlements de l'eau, ce sont des instances
où on a des élus locaux, des représentants des usages économiques, des agriculteurs, des EDF, voilà, des industriels, les usages non économiques, des pêcheurs, des chasseurs, des kayakistes, etc., l'État. Donc ces parlements de l'eau, c'est un modèle français qui a été mis en place déjà, qui est né depuis la première loi sur l'eau en 1964. On a des grands parlements de l'eau à l'échelle des grands bassins versants, ici sur la Loire-Bretagne, mais on a aussi des petits parlements de l'eau qui sont à l'échelle des sous-bassins versants avec des enjeux plus locaux. Par exemple, sur l'Arve, on avait une commission locale de l'eau que moi j'ai suivie pendant 5 ans, que j'ai animé. Donc c'est une force parce qu'on a réussi à mettre des personnes autour de la table, des politiques qui n'avaient pas forcément la même couleur politique, mais qui se mettaient tous d'accord autour de ce sujet de l'eau et à l'échelle d'un bassin versant. C'est-à-dire qu'on a réussi à dépasser nos frontières administratives et nos clochers pour parler d'un sujet de l'eau à l'échelle des limites naturelles, à l'échelle des bassins versants. Là, on parle vraiment des enjeux et on a mis en place ce qu'on appelle la solidarité amont-aval, si bien que tout ce que faisaient les territoires en amont pouvait profiter aux territoires situés en aval, dans la gestion des risques d'inondation, dans le partage de l'eau pour les sécheresses, etc. Ça, c'est parfait et c'est hyper intéressant. Par contre, dans ces instances, personne ne représente, même les associations de défense de l'environnement, personne ne représente les intérêts de la rivière, personne ne représente les intérêts des galets, les intérêts des poissons, les intérêts des insectes et des castors. On n'a vraiment personne pour représenter ces voix-là et on a tous un intérêt en fait on est tous là à chercher à tirer la couverture à soi, mais personne n'est là pour se mettre à la place de la rivière, qui se met à la place de la rivière pour porter une voix. Donc, on a un nouveau paradigme aussi à ouvrir, notamment dans le droit. Là, je cite évidemment le cher Camille de Toledo, écrivain, qui nous dit qu'au bout de cette modernité séparante, homme versus nature, la science et le droit convergent, et je dirais même confluent, pour réanimer l'ensemble des formes terrestres. Et c'est bien le cas aussi sur la Loire, puisque c'est ici même qu'on a eu les parlements de Loire qui ont donné lieu au fleuve qui voulait écrire un magnifique livre que je recommande. Et on voit maintenant plein d'initiatives se former autour de chaque grand fleuve de la France, sur le Rhône, sur la Garonne, donc sur la Loire, mais aussi sur la Seine, avec Marine Calmet. Donc c'est hyper intéressant. Moi, ça me passionne aussi de voir que des citoyens s'emparent de leur sujet et se disent nous sommes peuple de Loire, nous sommes peuple du Rhône, peuple de la Seine, et nous portons la voix de la Seine et de tous ces fleuves pour respecter tout simplement leur droit d'exister et leur droit d'être en bonne santé. Bon, d'autres pays l'ont fait, la Wanganui en Nouvelle-Zélande, la Trato en Colombie, voilà, Eric pourra nous en parler aussi. Mais on a l'espoir que ça arrive en France et on espère pouvoir le traduire en tout cas en droit français. Ce serait en tout cas le plus bel espoir que je peux porter pour nos rivières et nos fleuves de France. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vais laisser la parole à Eric Orsena.